Bonjour à tous, bienvenue à notre nouvelle pause gagnante, votre rendez-vous d'information que nous organisons chaque mois depuis bientôt 2 ans. Nous allons évoquer la holding, outil de développement, de transmission et qui peut présenter aussi un intérêt sur l'approche fiscale et sociale. Nos experts vont tenter de vous illustrer le sujet sur 20 minutes de présentation, suivi d'un temps de réponse à vos questions. Avant de commencer, une petite précision technique. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation en les écrivant dans l'onglet « Questions » en bas à droite de votre écran. Nous y répondrons en fin de webinaire, après l'intervention de nos animateurs. Et justement, pour parler holding, nous avons le plaisir d'accueillir Maxime Vernier, bonjour, conseiller d'entreprise sur l'agence de l'Axou, et Benjamin Ruzet, bonjour, responsable du conseil sur le secteur de Nancy-Lunéville. Donc Maxime, Benjamin, à vous de jouer. merci. Alors Benjamin, dis-nous tout, une holding, qu'est-ce que c'est? Alors, une holding, c'est assez simple, hein. C'est une société qui en détient une autre. Rien de plus, c'est une société qui est associée dans une autre. Alors, avant de développer le fonctionnement des holdings, on va faire un point. La holding a ses avantages à condition que son régime fiscal soit à l'impôt sur les sociétés, à l'IS, l'impôt sur les sociétés. Alors pour ça, je vous renvoie au webinaire que nous avons déjà réalisé sur l'intérêt de l'IS. Je vais quand même prendre le temps de vous rappeler c'est quoi l'IS, l'impôt sur les sociétés. Alors dans une société qui est à l'IS, c'est bien la société elle-même qui va payer son impôt sur les sociétés. Alors combien? Jusqu'à 42 500 € de revenus, la société paye 15% sur cette tranche. Et tout ce qui va dépasser les 42 500 €, la société paye un impôt de 25%. Ensuite, tant que les associés ne distribuent pas de dividendes, il n'y a aucune imposition, ni sociale, ni fiscale, à titre personnel. Très bien Benjamin. Est-ce que tu peux nous présenter les avantages du montage holding? Oui, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, pour vous présenter le sujet, on a retenu un exemple de dossier sur lequel, avec Maxime, nous avons travaillé. Bon, pour garder la confidentialité, nous dirons que c'est Monsieur Henry qui a fait appel à nos compétences pour l'accompagner. Alors, pour poser le décor, Monsieur Henry, il a plusieurs activités sur le territoire lorrain. Il a une activité de prestation de services, qui est sous la forme SAS. Donc, eh bien là, ce sont des BIC, et la structure, elle est déjà à l'IS. Donc, M. Henry connaît déjà le fonctionnement de l'IS. Et en parallèle de ça, il est exploitant agricole, sous la forme juridique SCEA. Et dans cette SCEA, ce sont des BA, des bénéfices agricoles, et eux, ils sont à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Alors, M. Henry nous a demandé quels avantages pourrait apporter un montage holding, et surtout, comment cela pourrait lui permettre de développer son patrimoine. C'était bien ça ses attentes. Alors pour ce type de demande, l'approche doit être la plus large possible. C'est pourquoi on travaille toujours à deux, un conseiller juridique et un conseiller d'entreprise. Alors toi Maxime, justement, tu es conseiller d'entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ton approche pour répondre à la demande de M. Henry? Oui, alors en effet, avant de regarder les avantages que cela peut procurer, il faut regarder les bases économiques et financières qui sont indispensables pour la réussite du projet. Premièrement, nous allons regarder le résultat. Sur les années passées, je regarde en général 6 à 7 années, les résultats générés par les structures de M. Henry pour en déterminer un revenu moyen. Puis, en lien avec M. Henry, nous essayons de déterminer les résultats des années suivantes. Nous devons établir ces prévisions d'investissement sur les prochaines années et les évolutions de résultats prévisibles. Alors je vous l'accorde, en cette période perturbée sur l'économie, il est difficile de déterminer avec précision les résultats à venir. Cependant, il faut continuer d'avancer et de prévoir l'avenir. Alors imaginons. Dans le cas de M. Henry, il ressortait un revenu moyen sur son exploitation agricole de 120 000 € tous les ans et de 80 000 € sur son entreprise de prestation de services. Lorsque nous avons cette base, il faut imaginer la part du résultat qui pourrait être distribuée à la holding. Alors très bien Maxime, mais comment tu fais pour imaginer cette part de résultat qui devrait remonter à la holding? Alors, il y a plusieurs méthodes. Bien souvent, nous sommes obligés de faire une première hypothèse. Dans ce dossier, nous avons retenu 40% des résultats de chaque structure, de la SCEA et de la SAS, qui seront remontés vers la holding. Cette répartition des résultats est comptable et juridique. Elle se décide en assemblée générale extraordinaire.
Mais il faut vérifier si le résultat distribué est bien disponible dans ces sociétés. La disponibilité est regardée au travers de l'EBE. C'est alors à ce moment-là qu'il faut qu'on détaille l'EBE des structures. Comme pour le résultat, nous sommes obligés de regarder l'EBE sur les mêmes années passées, en moyenne 6 à 7 années, et d'établir quels sont les investissements à venir et l'EBE potentiel pour les années prochaines. L'EBE, Maxime, tu peux nous rappeler en quoi ça consiste, en quoi c'est utile cette EBE ? Oui, parfaitement. L'EBE est l'excédent brut d'exploitation, c'est le résultat qui reste du produit, déduction faite de toutes les charges annuelles. Une fois l'EBE prévisionnel déterminé, il faut regarder comment il est utilisé. L'EBE sur chaque structure sert à payer les annuités des structures, en premier. Puis, l'EBE a supporté aussi les cotisations sociales appelées par la MSA et l'URSSAF. Il doit permettre aussi d'assurer les prélèvements privés pour les associés. Si possible, prévoir un petit peu l'autofinancement pour les années à venir. Il y en a toujours. Et le restant de BE, après ces utilisations-là, doit être au moins égal aux résultats qui doivent remonter dans la holding, à savoir 40% des résultats pour notre exemple. Dans les structures de M. Henry, le restant disponible était évidemment égal au moins aux résultats à remonter. Sans ces bases économiques et financières, il n'est pas pertinent d'envisager la mise en place d'une holding. C'est la condition indispensable pour que la holding puisse vivre. Ok, donc Maxime, j'ai bien compris l'importance de cette première approche, de valider l'EBE dans un projet de création de holding. Est-ce qu'il y a d'autres points économiques à avoir ? Alors effectivement, dans les chiffrages, nous regardons l'équilibre des structures, mais également les équilibres économiques au sein de la holding et son fonctionnement annuel. En effet, avec les résultats qu'elle va percevoir de chaque structure de M. Henry, la holding doit vivre. C'est là, c'est-à-dire faire face à ses frais de fonctionnement et bien souvent payer ses annuités. Alors pourquoi la holding a des annuités ? Car pour rentrer dans les structures de base, elle devra souscrire des parts sociales dans ces dernières, donc dans la SEA et dans la SAS. Mais justement, pour être associé de ces structures-là, Benjamin, pourrais-tu nous apporter quelques précisions sur les modalités d'entrée de la holding dans les structures de M. Henry ? Tu as raison Maxime, une fois qu'on a posé la base économique, ensuite il faut qu'on s'interroge sur la façon dont la holding va entrer dans les sociétés de M. Henry. Alors comment elle fait ? On a proposé à M. Henry deux façons différentes de faire. On va d'abord regarder au niveau de la SCEA. Alors il se trouve que dans ce dossier, M. Henry était taxé aux plus-values. Donc il n'était pas pertinent qu'il vende lui-même les parts sociales qu'il détenait dans la SCEA au profit de sa holding. On va éviter une vente de parts sociales. Alors pour faire autrement, c'est tout simplement la holding qui est allée emprunter auprès de la banque 400 000 euros. Puis ces 400 000 euros qu'elle a empruntés, elle les a apportés dans la SCEA. C'est-à-dire que les 400 000 euros ont été apportés et avec cet apport, on lui a créé 400 000 euros de parts sociales. Elle est donc devenue associée puisque je lui ai créé des nouvelles parts. Alors ça a bien évidemment généré 400 000 euros de trésorerie dans la SCEA. Et dans le cas présent, cette trésorerie permettait de financer les futurs investissements de la SCEA. Plutôt que d'aller chercher de nouveaux emprunts, avec ces 400 000 euros, elle pouvait financer ses futurs investissements. Ok Benjamin, merci. C'est très clair pour la partie agricole en lien avec la SEA. Mais du côté de la SAS, pour son activité de prestation de services, comment la holding est devenue associée ? Alors pour la SAS, on a fait différemment. La holding ayant déjà emprunté 400 000 euros, on ne voulait pas encore plus la charger en emprunt. Alors on a fait une autre façon, c'est que M. Henry, les parts qu'il détenait dans sa SAS, il les a apportées au capital de la holding. Tout simplement un transfert de parts par apport. Du coup, on n'a pas eu besoin de financement par la holding, et la holding s'est tout simplement retrouvée associée de la SAS. Et cet apport, lui, n'a pas été taxé à plus-value non plus, puisqu'on a trouvé un dispositif particulier qui le permettait, en cas d'apport, de ne pas avoir de plus-value. Et c'est là où toute notre expertise a eu son rôle. On a trouvé la solution la plus avantageuse pour M. Henry. Alors au final, on se retrouve avec le schéma suivant. La SCEA, elle est composée de deux associés, M. Henry qui détient 60% du capital, et les 40% restants sont détenus par sa holding.
La même chose sur la SAS, hein, elle est détenue à 60% par Monsieur Henry et 40% par la holding. Et la holding, quant à elle, hein, c'est bien une société en plus, elle est détenue à 100% par Monsieur Henry. Et je rappelle que la holding, elle a un emprunt de 400 000 € qu'elle avait souscrit pour entrer dans la SCEA. Alors, une fois qu'on a fait rentrer la holding dans la SCEA, Maxime, est-ce que tu pourrais nous présenter le fonctionnement de la holding avec les revenus qu'elle va avoir de ses filiales? Ses filiales, c'est la SCEA et la SAS. Très bien. La holding, comment va pouvoir-t-elle fonctionner? Donc, comme tu l'as expliqué, la holding va percevoir des résultats de la SCEA et de la SAS. À savoir, pour la SCEA, 40% de 120 000 € du résultat moyen que nous avons calculé précédemment, soit annuellement un résultat de 48 000 €. Et 40% des résultats de la SAS, soit 32 000 € qu'elle va percevoir de la SAS. Le résultat cumulé que va percevoir la holding sera donc de 80 000 €. Comme nous avons pu déjà le dire, avec ces 80 000 € là, la holding va devoir payer son IS et également payer ses frais de fonctionnement. Dans notre exemple, cela représente environ 10 000 €. Le restant du résultat, soit 70 000 €, donc qui correspond aux 80 000 € moins les 10 000 € de frais de fonctionnement et d'IS, reste à la holding. Avec ces 70 000 € là, la holding va pouvoir faire plusieurs choses. Elle va déjà devoir payer ses annuités qu'elle a souscrites pour l'entrée au sein du capital de la SCEA. Rappelez-vous, dans l'exemple, Benjamin nous a dit que la holding avait emprunté 400 000 €. Si l'on retient une durée d'emprunt de 12 ans à un taux de 4%, cela représente une annuité de 42 000 €. La holding va devoir payer ces 42 000 € là avec les 70 000 € de disponibles. Elle va donc avoir une disponibilité nette après paiement de l'annuité de 28 000 €. Ok, il lui reste 28 000 €, mais alors, elle en fait quoi de ses disponibilités, la holding? Alors, avec ces 28 000 € là, on pourrait se dire, en premier lieu, que M. Henry va se les distribuer à titre personnel. En cas de distribution de dividendes, voici quelle est la fiscalité qui en découle. M. Henry, chaque année, pourra choisir entre deux façons de fiscaliser ses dividendes. La première est d'appliquer le prélèvement forfaitaire unique, le PFU, ou encore appelé flat tax. C'est très simple, c'est un taux fixe de 30% qui est appliqué sur les dividendes distribués. Ces 30% correspondent à 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de CSG et de CRDS. Ok, donc tu nous as dit qu'il y avait deux façons de fiscaliser. La première, le PFU, mais alors la deuxième façon, c'est quoi, Maxime? La deuxième façon de fiscaliser les dividendes au lieu du PFU est de soumettre à l'impôt sur le revenu de M. Henry selon sa tranche marginale d'imposition après un abattement de 40% ces mêmes dividendes. Je m'explique. Si M. Henry distribue 10 000 € de dividendes, il aura un abattement de 40%, donc il déclarera 6 000 € dans ses revenus soumis à sa tranche marginale d'imposition. En revanche, les 10 000 € auront bien la CSG et CRDS de 17,2% qui lui seront appliqués. Alors pas d'inquiétude, nous sommes présents chaque année aux côtés de M. Henry pour faire le meilleur choix de fiscalisation des dividendes, à savoir entre le barème progressif de l'impôt sur le revenu ou le prélèvement forfaitaire unique. Mais tous les ans, on se pose aussi la question, est-ce qu'il ne serait pas mieux, pas plutôt que de les distribuer, ces dividendes-là, mais plutôt de les réinvestir? Les réinvestir, Maxime, tu veux dire quoi par les réinvestir? Ces dividendes, ils ne sont pas forcément utiles à M. Henry d'un point de vue privé. Donc, il peut les laisser au sein de la société, de sa holding. Les dividendes qui provenant de la holding, il va pouvoir les réinvestir chaque année pour développer le patrimoine de M. Henry. L'argent disponible au sein de la holding, s'il est réinvesti, ne sort pas de la holding, ne subit pas alors plus d'impôts que l'impôt sur les sociétés. C'est là que la holding montre tout son intérêt. Il n'y a d'ailleurs que de l'IS et aucune cotisation appliquée sur ces revenus-là. Là aussi, c'est un levier important permettant de faire des économies au bénéfice du réinvestissement. Dans notre cas,
Monsieur Henri devait acheter du foncier dont il était locataire. Pour ce type d'achat, la holding est totalement adaptée. Plutôt que d'acheter son foncier à titre personnel, c'est la holding qui va acheter ce foncier-là. Je m'explique. En effet, à titre personnel, pour payer 100 000 € de foncier, nous devons alors dégager 200 000 € de revenus de la SCA, sur lesquels sera appliqué environ 50% d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale, pour qu'il reste au final 100 000 € pour pouvoir payer le foncier. Alors que si c'est la holding qui investit dans ce foncier-là, elle n'aura que de l'IS sur les revenus qu'elle va percevoir, et il sera bloqué à 25%. La holding aura donc besoin de seulement percevoir 130 000 € avant IS, au lieu de 200 000 € pour pouvoir payer les 100 000 € de foncier. Ok, donc ça a fonctionné sur le foncier, ça aurait très bien pu aussi fonctionner sur la SAS, le bâtiment qu'elle occupe, et elle aurait pu aussi l'acheter avec ce même montage. Donc ça permet d'investir dans des activités qui sont, dans des biens qui sont liés à son activité, mais Monsieur Henri aurait pu aussi investir dans d'autres activités. Et parfois, certains entrepreneurs s'orientent vers de l'immobilier locatif. Alors, je vais m'y arrêter un instant sur l'immobilier locatif. La holding elle-même pourra investir directement dans de l'immobilier locatif, alors soit directement, comme je vous l'ai dit, ou par l'intermédiaire d'une SCI qui serait détenue elle-même par la holding. On se retrouve alors dans des revenus immobiliers qui là seraient taxés à l'IS, puisqu'on l'a dit, la holding est à l'IS. Alors dans ce cas, ce n'est plus des revenus fonciers, ni du LMNP, loueur en meublé non professionnel, et pour ça je vous renvoie vers le webinaire déjà existant à ce sujet, mais ces revenus seront simplement soumis à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. La grande particularité des revenus fonciers qui sont taxés à l'IS, c'est que le bien immobilier peut être amorti. Donc ça veut dire qu'en face du loyer, on va prendre en compte la charge créée par l'amortissement du bien. La contrepartie de cet avantage, c'est que le bien, lui, il sera taxé aux plus-values en cas de revente. Si je l'amortis, lorsque je le revends, je suis taxé aux plus-values. Très bien, Benjamin, mais avec tout ce que tu nous expliques, est-ce que c'est pas à ce moment-là où nos collègues conseillers en gestion de patrimoine n'ont pas leur rôle pour aiguiller l'investissement? Ouais, tu as raison, Maxime, on a dit qu'on travaillait à deux, mais dès l'instant que les projets s'ouvrent, et là, si on va vers de l'immobilier, évidemment, on fait intervenir nos collègues en gestion de patrimoine. Pour terminer, il me semble important d'ouvrir la réflexion sur la partie transmission, justement, en lien avec nos collègues en patrimoine. La holding, c'est un formidable outil de transmission. Je vais m'expliquer. Dès lors qu'on va créer la holding, à son démarrage, on pourrait imaginer mettre les enfants dans cette holding, donc ils deviennent associés. Et puis, chaque année, les résultats générés par Monsieur Henri vont remonter en proportion dans la holding. Donc, ils vont être fléchés vers la holding dans laquelle il y a les enfants, et sans jamais y appliquer de droit de succession ou de donation, puisqu'ils remontent dans la holding, et dans la holding, on a déjà les enfants. Donc, il faut se poser, par contre, sur le moment opportun pour intégrer les enfants. On ne se précipite pas trop, parfois les enfants sont encore jeunes, voire parfois y faire intégrer le conjoint, tout simplement pour des questions de prévoyance. Qu'est-ce qui se passe en cas de décès? Ça, c'est sur la partie transmission. Donc, en conclusion, la mise en place d'une holding, ça se fait pas en 2 minutes. Maxime, tu nous l'as bien dit, faut poser les bases économiques et financières pour valider la viabilité du projet. Une fois qu'on a validé ça, le montage nécessite une réflexion entre vous, entrepreneurs, porteurs de projet, et nous, conseillers. Parfois même, il est nécessaire qu'on fasse un rendez-vous avec la banque pour présenter le projet. Donc la holding, c'est un très bel outil au bénéfice du développement et de la transmission, à condition de bien se faire accompagner. Mais évidemment, nous sommes là pour vous mettre à disposition notre expertise sur le sujet. En tout cas, merci de votre attention. Merci. Eh bien, merci à tous les deux pour nous avoir illustré le fonctionnement et l'intérêt d'une holding, sans occulter évidemment les points de vigilance. Alors, à distance, n'hésitez pas à nous soumettre vos interrogations, vos questions, via l'onglet en bas à droite. Nous allons tenter d'y répondre. Mais du coup, Benjamin, Maxime, moi je m'interrogeais, est-ce qu'il y a des contextes particuliers où une holding n'est surtout pas à conseiller? Oui, il y en a, et je vais t'en citer un, Catherine. C'est le cas de l'entrepreneur qui a de forts emprunts privés, maison, foncier, investissement. Dès l'instant qu'il a besoin de prélever l'ensemble des revenus de ces structures, qu'elles soient agricoles ou BIC, s'il prélève tout, eh bien on l'a vu, on fait remonter dans la holding, on redistribue l'ensemble des revenus.
on ne gagnera pas le réinvestissement puisqu'on va resubir l'impôt à titre perso. Donc pour ceux qui ont de forts besoins perso, la holding n'est pas forcément conseillée. Ok, très bien. Et puis deuxième question, j'ai bien compris les différentes étapes et surtout qu'il fallait anticiper, vous l'avez bien dit, hein, et globalement de combien de temps on a besoin? Alors, c'est une réflexion qui demande un petit peu de temps, puisque comme nous l'avons vu au démarrage, il faut quand même anticiper les résultats, les analyser. Dans le meilleur des cas, il faut compter environ 6 mois pour mettre en place la holding. Et parfois, la holding n'est pas forcément opportun qu'elle soit présente à la prochaine clôture qui arrive. Donc, il faut des fois décaler dans le temps le projet. Et dans ce cas-là, nous sommes sur un pas de temps d'environ 1 an pour mettre en place tout le montage. Ok, merci à vous. Alors, on va regarder s'il y a des questions. Alors, j'ai une première question. Quand on a 2 sociétés à l'IS, une SCI et une SARL, ne serait-il pas judicieux de mettre la SCI holding de la SARL au lieu de créer une autre société? Ah oui, bonne question. Est-ce que l'une deviendrait la holding de l'autre? Moi, je dirais qu'on éviterait de mettre la SCI en tant que holding, puisque la SCI, il y a le mot « i » comme immobilier, elle a un objet principalement immobilier. Donc, je préférais plutôt faire l'inverse, que la SARL, qui elle est une société commerciale, devienne la holding de la SCI. Mais en tout cas, c'est possible qu'une détienne l'autre. Ok, merci Benjamin. Alors, autre question. La SCEA doit-elle rester en IR ou en IS? Quel est le plus avantageux? Alors là, sans parler de holding, on se pose la question du choix du régime fiscal de la société agricole. Donc on a fait un webinaire là-dessus, mais là, ça dépend des revenus de chacun et on l'a dit, des besoins. C'est-à-dire que si j'ai besoin de tout prélever, souvent l'IS n'est pas forcément intéressant, alors qu'à l'inverse, les revenus de mon entreprise, si je les laisse à disposition pour les réinvestir, là l'IS est intéressant. Ok. Quelle utilité à conserver des parts en nom propre? En nom propre plutôt que de les mettre dans la holding. Certainement, oui. La fiscalité pourrait être différente en fonction de si je suis soumis aux plus-values professionnelles ou aux plus-values privées. Parfois, je pourrais être exonéré de plus-value. La holding ne l'est peut-être pas. Là, c'est plutôt l'approche fiscalité. L'approche transmission, elle ne change pas grand-chose parce que si les parts sociales que je détiens dans mes structures, lorsque je décède, vont vers mes héritiers, que ce soit les parts de ma société de production ou de ma holding, c'est à peu près pareil. Il y a juste que dans ma holding, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir y mettre le conjoint qui va pouvoir avoir un droit de regard sur le fonctionnement, notamment quand j'ai des enfants mineurs, par exemple. Ok. Est-ce que la holding est pertinente uniquement pour les personnes qui sont exploitantes agricoles? Et est-ce que cela peut être intéressant pour des personnes salariées qui ont des parts dans des GFA, qui ont des LMNP, etc.? Maxime, je réponds? Oui. Ouais. C'est plus juridique. Tu peux relever un tout petit peu la question. Alors oui, là on a présenté le cas de Monsieur Henry. Lui, il avait 2 activités. C'était parce qu'on a un public divers et c'était pour vous dire que la holding fonctionne dans toutes les activités. Mais si je n'ai qu'une activité agricole, oui, la holding peut avoir son intérêt. Alors en reposant toutes les bases que Maxime nous a présentées, mais on n'a pas besoin d'avoir 2 sociétés de production. Une seule société agricole, une seule société artisanale commerciale peut suffire pour y mettre en place une holding. Et est-ce que c'est intéressant pour des personnes salariées qui ont des parts dans un GFA ou du LMNP? Alors le GFA, lui, n'accepte pas la holding, ça c'est une particularité juridique, donc en GFA, on est obligé de rester en GFA. Et pour la partie du LMNP, eh bien, je vous l'ai dit, c'est soit le régime fiscal du LMNP, loueur en meublé non professionnel, soit j'y mets de l'IS, et si j'y mets de l'IS, eh bien, je peux amortir le bien. Donc c'est plutôt un choix de régime fiscal dans ce cas-là. Ok. Quand vous parlez du revenu, s'agit-il du résultat net ou d'une autre donnée? Maxime. Alors, quand nous avons parlé de revenus, effectivement, c'est une très bonne question. Nous n'avons pas précisé, il s'agit du résultat brut, c'est-à-dire le résultat qui n'a pas encore eu de fiscalité ni de cotisation sociale, et le résultat qui n'a pas eu les rémunérations du dirigeant chef d'entreprise. Donc, pour faire simple, en société, c'est le résultat net comptable augmenté de la rémunération du travail. Ok. Est-ce que la holding peut détenir des parts d'une ERL? Ah, bonne question. Enfin. Et la réponse est non. La réponse est non. Pour nos sociétés agricoles, nos 3 sociétés agricoles, le GAEC, le ARL, la SCEA, il n'y a que la SCEA qui permet d'accepter une autre holding, une autre société comme associée. Donc là, il suffira tout simplement de transformer le ARL en SCEA au moment où on fait entrer la holding. C'est une résolution en plus.
Ça se fait facilement. En revanche, donc là, la question était sur le ARL. Je me permets d'ajouter la question pour les GAEC. Donc, le GAEC devra aussi se transformer en SCEA. En revanche, on va regarder dans les gains que pourrait apporter la holding, eh bien, la perte de la transparence que vous connaissez en GAEC. Donc, ce sera nécessairement une SCEA quand on est en société agricole. En société commerciale, la SARL, la SAS, les deux fonctionnent. Ok. Alors, nous avons créé une SCI à l'IS pour la création de 6 logements locatifs neufs. Nous sommes en compromis pour l'achat d'un autre immeuble de 6 logements locatifs également. La création d'une holding est-elle pertinente et devons-nous créer une autre SCI à l'IS et une holding? Grande question. Bonne question là. On le voit que c'est bien, vous l'avez compris, l'intérêt de la holding, c'est si elle est à l'IS. Donc vous avez bien compris l'enjeu. Donc se pose la question à la base de comment je veux fiscaliser mes revenus fonciers sur ces logements. Est-ce que je vais les mettre à l'IR ou à l'IS en fonction de l'amortissement de la plus-value? Et ensuite, c'est plus patrimonialement, y a-t-il un intérêt à ce que mes deux SCI ou une soit détenue par une holding? Si je n'ai qu'une SCI, je ne vois pas l'intérêt d'y mettre une holding. En revanche, si j'ai plusieurs SCI, j'en fais une par projet, eh bien là, centraliser les revenus dans la holding, intégrer les enfants, là, ça pourrait avoir son intérêt patrimonial. Ok. Et il y a encore des enfants mineurs, les démarches sont-elles plus compliquées pour les intégrer dans une holding? Non, c'est pas plus compliqué, c'est juste qu'on va faire en 2 temps. On va d'abord créer la holding avec vous, chef d'entreprise, entrepreneur. Elle va souscrire de l'emprunt s'il y a besoin. Et c'est seulement après où on vient faire une donation de parts à ses enfants, une fois qu'elle est créée, une fois qu'on a fait l'emprunt. C'est sûr que si on met tout de suite les enfants dedans, les banquiers, quand on va chercher de l'emprunt, peuvent bloquer en demandant un accord du juge des tutelles au préalable. Donc on fait dans l'autre sens. On crée la holding, elle va chercher l'emprunt pour entrer dans les sociétés. Et le mois suivant, dans les 6 mois qui suivent, on fait rentrer les enfants mineurs et là, on n'a aucun problème pour les faire rentrer. Ok. La holding peut-elle louer un de ses biens à son président à titre personnel? Oui, ça c'est tout à fait possible. La holding achète un bien, elle le loue à son président. Alors attention aux avantages entre le président et la holding. Donc c'est bien, vous avez mentionné peut-elle louer. Oui, il faudra bien qu'il y ait un loyer de versé du président à la holding. Mais elle peut bien investir dans un bien. Ça, il n'y a aucun problème. L'objet de la holding, souvent, on le met le plus large possible. Et donc, l'investissement immobilier, peu importe qui est locataire dedans. Ok. Comment faire lorsque les différents associés n'ont pas les mêmes besoins perso? Maxime. Alors là, c'est une très bonne question. Oui, effectivement, ça arrive très fréquemment qu'en société, les associés n'aient pas les mêmes besoins, ne sont pas dans les mêmes phases de vie au même moment, ce qui est logique. Alors, l'avantage de la société, c'est que ça permet de distribuer le résultat selon des règles et que tout le monde doit voter cette distribution de résultats. Donc, évidemment, nous allons flécher le résultat en fonction des besoins personnels et établir un résultat qui peut remonter sur chaque holding. Donc, c'est tout à fait faisable de faire une holding lorsque les besoins personnels sont différents. Il faut juste s'assurer que le montage répond bien à toutes les contraintes et tous les avantages qu'on y attend. Je vais compléter ce que tu dis, Maxime. Il nous est déjà arrivé dans certains dossiers de créer une holding pour un associé, mais pas forcément pour l'autre. Puisqu'il y avait un associé qui avait de forts besoins perso et pas une forte pression fiscale, parce que de nombreux enfants notamment, et un autre associé qui lui a une forte pression fiscale et qui souhaitait réinvestir, et bien là, tout simplement, on a créé une holding non pas pour les 2 associés, mais seulement pour un associé. Et ça, c'est tout à fait envisageable. Ok. Alors, ce que vous dites pour les enfants s'applique uniquement aux enfants mineurs, le fait de procéder en 2 temps? Non, on peut le faire aussi pour les enfants majeurs, mais si les enfants sont majeurs, on peut les mettre tout de suite dans la holding. C'était tout simplement le fait d'aller chercher un emprunt à la banque qui pourrait bloquer, mais si l'enfant est majeur, eh bien on évite de modifier les statuts, c'est-à-dire qu'on les met tout de suite dans la holding, ça coûte un petit peu moins cher. À la création, on les met dedans, on n'a pas besoin de faire en 2 temps. Ok. Faut-il créer une holding quand on est en indivision? Alors là, la holding, pour rappel, c'est une société qui en détient une autre. Donc là, si vous êtes en indivision, vous n'êtes de toute façon pas en société. Alors, sauf être en indivision sur les parts sociales, mais si vous êtes en indivision, vous n'êtes pas en société. Donc la holding ne marche pas, puisque je ne suis de toute façon pas en société. En revanche, si la question c'est je suis en indivision sur les parts sociales de la société, bien là, la holding, faut-il la créer ou pas? On s'oriente vers Maxime. Y a-t-il un intérêt? Les bases économiques sont-elles là? Et le montage est-il pertinent? Ok.
Alors, j'ai plusieurs SCI à l'IS, une SCI par enfant et une autre avec mon conjoint. Quelles seraient les conséquences d'une holding? Alors là, je vois que vous êtes déjà bien structuré. Un projet, une SCI avec un enfant dedans. Vous avez déjà bien travaillé la préparation de votre transmission de patrimoine. Si on faisait détenir ces SCI par la holding, eh bien les revenus ne seraient plus pour les mêmes personnes. C'est-à-dire que l'ensemble des revenus des SCI remonteraient dans une holding. Et là, ce que vous avez commencé à faire, et je trouve que c'est plutôt bien, d'avoir une SCI par enfant et puis une avec le conjoint, je ne vois pas forcément l'intérêt, là, pour le coup, de faire une holding où on viendrait mettre tout le monde dedans. Là, chacun a ses SCI. Quand les parents disparaissent, chaque enfant continue avec sa propre SCI. De tout remettre dans une holding, je ne vois pas forcément l'intérêt. En revanche, c'est bien, j'allais dire, il faut se poser la question du régime fiscal, mais je vois que vous les avez déjà mises à l'IS. Et là, je pense que vous êtes déjà bien structuré. Alors, y a-t-il un intérêt de transformer un GFA en SCI pour l'intégrer dans une holding? Puisque tu nous as dit que le GFA n'était pas éligible à la holding. La GFA, le GFA n'accepte pas. N'accepte pas. Donc pour qu'une holding puisse rentrer dans un GFA, on serait obligé de transformer GFA en SCI. Là, on a deux grands principes fiscaux. Donc la holding qu'on vous a présenté avec de l'IS, où on fait remonter les revenus, on ne paye que de l'IS. Mais dans le GFA, je peux avoir les avantages du bail à long terme. Donc ça, c'est nos particularités agricoles. Quand j'ai un bail à long terme, j'ai des gros avantages en termes de transmission, de donation de parts ou au jour du décès, que je n'ai pas en SCI. Donc, j'allais dire, entre les deux, mon cœur balance. Il faut poser le vrai intérêt, là, pour le coup, patrimonial, d'y mettre une holding. Et donc, du coup, de transformer en SCI. Si c'est pour faire remonter des revenus pour les réinvestir, oui, ça me va bien. Si c'est pour de la transmission, le GFA déjà existant, avec un bail à long terme, est très bien. Ok, donc un GFA peut-il rentrer dans une holding? Je pense que tu y as répondu. Alors là, la question, elle est dans l'autre sens. C'est l'inverse. Est-ce que le GFA peut prendre des parts dans une holding? Non, c'est pas possible. Donc, dans les deux sens, ça ne marchera pas. Hein. Le GFA, vous l'avez compris, c'est une structure vraiment fermée avec ses particularités agricoles. Donc là, ça ne fonctionnera pas. A priori, donc plus de questions. Merci à tous de votre attention. Merci Benjamin, merci Maxime. Merci. N'hésitez pas à également solliciter nos conseillers sur vos questionnements concernant les holdings, bien sûr. Et enfin, j'en profite pour vous annoncer que la prochaine pause gagnante sera une spéciale employeur de main-d'œuvre sur le sujet des obligations des employeurs, contrats, déclarations, entretien professionnel, prévention. De quoi se mettre à jour pour les employeurs actuels ou faire un point global si vous avez le projet d'embaucher votre premier salarié. Alors, merci à tous et à très bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt.